Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la poursuite de mon challenge crypto, je vous propose de parler de eCash, donc une solution de cash numérique, vous l'aurez deviné. On va partir tout de suite sur le sommaire, donc on va avoir une partie présentation du projet, ensuite une partie tech, donc qu'est-ce que c'est, comment est-ce que c'est fait, enfin une partie tokenomique, donc là on est sur les trois gros points d'analyse fondamentale. Je vous parlerai après des forces et des faiblesses en guise de conclusion, et pour terminer la vidéo, on aura une analyse graphique. Donc je commence tout de suite en vous disant que c'est un fork en fait de Bitcoin Cash, et il a été pensé pour être plus accessible en termes de prix. Donc le XEC, exec, c'est vraiment la même chose qu'un Bitcoin Cash, qu'on n'a pas encore étudié mais qu'on fera bientôt. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont augmenté la supply, ils l'ont multiplié par 100 000, je crois, pour qu'il y ait juste beaucoup plus de supply, que ce soit beaucoup plus accessible. Essayez d'imaginer qu'en fait, c'est un peu les pièces jaunes de la crypto, quoi. Donc, comme vous le voyez, le cours est extrêmement bas, hein, il y a 4 zéros après la virgule. C'est quand même en 71e position, presque 600 millions de capitalisation, des volumes qui sont tout petits par contre. Donc on propose une solution de cash numérique, hein, ça on s'y attendait. C'est une layer 1, on est basé sur la tech de Bitcoin, hein, donc à la base on est en proof of work. L'idée c'est d'être plus rapide, moins cher, et en plus il y a une possibilité de dissimuler certaines informations, vu que c'est un peu ça que fait le cash. Enfin, ça a été fondé du coup par Amaury Séchet, qui était un ancien lead développeur de Bitcoin Cash. Donc il a fait ça en 2020. Donc il a fait un fork, hein, tout simplement, une copie de ce qu'était Bitcoin Cash à l'époque. Il l'a appelé Bitcoin Cash ABC, puis il l'a rebrandé un peu plus tard, en 2021, sous le nom de eCash. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a augmenté la supply et qu'il a voulu rendre le token plus accessible en tant que monnaie. Bon, est-ce qu'il y a besoin de mettre autant de zéros après la virgule? Honnêtement, j'en sais rien, mais c'est comme ça que lui voit la chose. Au niveau des ICO, j'ai pas d'informations, il y a très peu de données sur Bitcoin Cash ABC, ou alors c'est moi qui les ai pas trouvées, mais ça m'étonnerait. Le projet n'ayant plus de tokens, je crois que ça n'intéresse plus grand monde. Et donc je ne sais pas s'ils ont levé de l'argent, même si je pars du principe que la réponse est plutôt non, parce qu'en général, dans les projets en proof of work, et surtout les forks de Bitcoin, on trouve rarement d'ICO. Deuxième point, on va parler du coup de la technologie. Et donc là, on est sur un modèle qui est hybride. Je m'explique. On est sur un fork de Bitcoin. Donc initialement, c'est du proof of work, donc classique, le minage, les transactions qui sont mises dans des blocs, qui sont envoyées à tout le réseau, l'ensemble des mineurs qui sont en compétition, le premier qui résout le problème mathématique reçoit la récompense, et après, la blockchain est mise à jour. Donc ça, c'est la base, sauf qu'il développe en plus de ça une architecture en proof of stake, donc avec la preuve de possession de tokens et des validateurs du coup derrière qui sont rémunérés pour leur service de possession de tokens. Ils appellent ça Avalanche, rien à voir avec la blockchain Avalanche, hein, rien à voir avec Avax, c'est juste leur consensus qui s'appelle Avalanche, et l'idée c'est de pouvoir aller plus vite, et d'ailleurs pour ce faire, ils sont en train de travailler sur une solution de ZK-Proof, on en a déjà parlé, c'est une technologie qui permet de vérifier une information sans en révéler le contenu. Et en fait, j'avais cette idée en fait de la photo, je ne sais pas si vous vous rappelez dans une précédente vidéo, où du coup on a besoin de beaucoup moins de données pour s'assurer de la véracité d'une transaction. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Leur objectif c'est du coup de passer de 100 transactions par seconde à 5 millions, donc ça n'a rien à voir, c'est du tout au tout. Souhaitons-leur d'y arriver, pour le moment on n'y est pas. Dernier point, vu qu'on était en proof of work et fork de Bitcoin, on est théoriquement en open source, donc on peut visionner le code. On va maintenant passer à la partie tokenomique, qui, comme je vous l'ai dit, est très importante à mon sens. On a une supply max du coup de 21 000 milliards de tokens. Ils en ont émis 92%, ce qui est un très bon point. Je n'ai par contre pas accès à la répartition initiale, comme je vous l'ai dit. Les données sur la première version du projet, donc le Bitcoin Cash ABC, sont difficiles à trouver. Et du coup, je ne sais pas quelle était la répartition initiale. Donc je suppose, et là c'est vraiment une supposition, que comme c'était du mining, comme sur Bitcoin, les tokens sont arrivés au fil du temps et ont été d'abord possédés par les mineurs. Mais c'est là de la spéculation, je n'ai pas l'information de façon certaine. Le token ne sert qu'à une chose,
les paiements. Voilà, c'est tout, c'est un moyen de paiement. La gouvernance, elle est gérée autrement par un conseil qui est semi-centralisé selon leurs termes. À noter qu'il y a un halving en mars 2024 et qu'il y a pour la partie Proof of Stake 37 nodes. Donc on en reparlera un petit peu quand je vous présenterai rapidement leur site, parce qu'il y a 2 pages qui sont très très intéressantes. On ira rapidement dessus juste avant la partie technique. Mais 37 nodes, c'est potentiellement un peu centralisé. On va maintenant passer aux forces et aux faiblesses pour conclure la partie fondamentale de notre analyse. Donc, il a les qualités de Bitcoin, hein, c'est-à-dire que de base, il est censé être décentralisé. En plus, étant donné que c'est une monnaie qui est quand même plus facile à miner, théoriquement, on est sur quelque chose qui est plus facile à décentraliser, parce qu'un mining plus accessible, mais c'est pas forcément vérifié par le proof of work, donc ça à voir. Théoriquement, c'est assez sécurisé et c'est censé être anonyme. Enfin, il est moins cher et plus rapide, bien évidemment, que Bitcoin, c'est l'idée. On a dit que ça permettait aussi l'anonymisation des transactions. Je vous avoue qu'il y a peu d'informations dessus, juste qu'a priori, selon certains documents, c'est possible. C'est ce qu'on attend quand même d'un cache numérique, donc je suppose que c'est le cas, mais l'information n'est pas hyper claire et ça n'a pas l'air d'être leur axe principal d'intérêt, contrairement à par exemple Zcash ou un Monero. Sur les points négatifs, comme je vous l'ai dit, potentielle centralisation de la partie avalanche du Proof of Stake, tout simplement parce qu'il n'y a que 37 nodes, ce qui est relativement peu. Évidemment, on est en concurrence directe avec toutes les autres solutions de cash numérique qu'on a déjà pu mentionner, donc Monero, Zcash, Dash, Bitcoin Cash, et bien évidemment, potentiellement utilisé sur le dark web, si il est anonyme, il est du coup facilement intéressant. Enfin, c'est donc intéressant de l'utiliser sur le dark web, tout simplement parce que du coup on n'est pas traçable. Ça peut attirer les régulateurs à tout moment, donc ça c'est les solutions de cash numérique, on sait que à tout moment les régulateurs ils trouvent ça pas bien et ils tombent dessus. Ça peut arriver. On verra ce qui se passera quand tu auras les MNBC, les monnaies de banque centrale, parce qu'elles auront du coup la même fonction, sauf qu'elles seront, elles, traçables, donc potentiellement beaucoup plus au goût de la régulation et du système bancaire dans son ensemble. Enfin, la partie Proof of Work, c'est quand même un poil dans l'air du temps de dire que ça pollue, que c'est du coup pas très à la mode, et donc c'est un petit point négatif pour le projet, même si moi je trouve que c'est plutôt smart, et qu'en réalité, ça assure une certaine sécurité que le Proof of Stake n'a pas. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne chose, et je trouve que le fonctionnement hybride est pas idiot si il est bien fait. Voilà, on va conclure maintenant pour la partie fondamentale, et on va passer sur l'analyse graphique. Avant ça, je vous montre juste 2 pages qui m'ont semblé intéressantes sur le site, juste pour vous montrer ce qu'on aimerait voir quand on fait de l'analyse fondamentale. Vous voyez, là, je suis sur la partie avalanche, donc c'est la partie Proof of Stake. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y a un petit graphique. Alors ça, j'en demande pas tant, hein. Le truc comme ça, là, bien joli, vous voyez, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous dit depuis quand le nœud existe, quels sont les tokens stackés. C'est super joli, moi j'aime bien, mais c'est pas ça que je demande. Moi, ce que je demande, c'est juste ça. Voilà, il y a 37 nœuds, c'est mis en avant. Il y a tant de tokens stackés, c'est ça que je veux savoir, c'est ce genre d'informations. Et il y a des choses qu'on veut savoir. Derrière, on a la roadmap, donc on en est là. On a fait le 51 attaque prévention, donc ça c'est une norme de sécurité. L'idée c'est que si un utilisateur a plus de 51% des nœuds, il peut prendre des décisions tout seul sur le réseau, donc ça met en branle un peu la sécurité du réseau. Ils ont ajouté une fonctionnalité supplémentaire, vous cliquez dessus, vous avez l'info, et ce qu'ils ont ajouté, c'est qu'en fait il faut aussi posséder 50% des tokens stackés, ce qui commence à faire beaucoup trop pour l'attaquer, donc ils trouvent que c'est extrêmement sécurisé comme ça. On voit que là ils ont fait le one block finality, et ils nous montrent tout ce qu'ils ont à faire et qui est en cours avec une petite explication à chaque fois. Ouais, c'est ça qu'on veut, ça c'est vachement bien, ça c'est clair, c'est transparent, j'aime bien. On a bien évidemment donc là la roadmap en plus clair avec les milestones, et après si on déroule, on a plein d'explications, voilà. Là ils donnent une explication sur ce que c'est le Fundamental Data Structure, ce qu'ils ont fait, ça a été complété en décembre 2020, on a d'autres étapes. C'est ça qu'on voudrait, sur chaque projet, c'est ça qu'on voudrait. C'est vraiment très très bien. Donc je vous laisse voir si ça vous intéresse, c'est pas l'objet de la vidéo d'analyser tout ça, mais c'est ce genre d'infos qu'on aimerait avoir. L'autre point, c'est sur juste du coup les tokenomics. Donc, on n'a pas toutes les infos, mais voilà, on a la supply en direct, on voit combien il y a, on voit les tokens qui sont créés, on voit le max, on a le taux d'inflation daily, on a le taux d'inflation à l'année, et on a la date du prochain halving qui est du coup en mars 2024. Et c'est exactement ça en fait qu'on veut. Mais c'est pas des métriques qui sont très compliquées à mettre en avant, mais il y a plein de projets qui ne nous montrent pas ça, et je trouve ça dommage. Là pour le coup, c'est très très bien, c'est clair. Alors il n'y a pas tout, on voudrait avoir encore plus, mais vous voyez, déjà rien qu'avoir ces infos là sur le site,
c'est très satisfaisant. C'est un drapeau vert pour moi, pour eCash, ne serait-ce que pour cet effort de transparence. Voilà, je tenais à le souligner. Maintenant que ça c'est dit, on passe sur la partie graphique. Il n'y aura pas grand-chose à dire pour moi. Donc on a que des données depuis novembre 2020, parce qu'avant c'était l'autre projet sous l'autre nom, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a fait un toute petite hausse en 2021. Enfin, je dis toute petite, il a dû faire un... Ouais, il a fait un x2, x3. Et après, il a fait une dinguerie ici en août. Donc lui, il a eu un espèce de... il a eu une hausse, mais en décalé du reste du marché. Du coup, en novembre, il était déjà dans sa baisse. Donc tendance baissière depuis, vous voyez, hein, les plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas, hein, voilà. Oups, là, il était pas très beau celui-là, voilà, pouf. Et on arrive, donc les plus bas aussi, hein, les plus bas sont de plus en plus bas, voilà, vous avez l'idée. Donc on a une tendance baissière toujours, à ne pas négliger, même si là on a une petite rehausse. C'est le cas sur toutes les cryptos, hein, donc jusque là je dis rien de très très surprenant. Donc on a fait le gap là. Alors lui il a fait le gap en décembre, ça c'est marrant. C'est-à-dire qu'il a eu le gap de novembre, FTX, il a eu un plateau et il est redescendu. Et donc là il a recomblé ce gap là, mais il n'a pas complet encore le gap de FTX. Donc vous voyez, il a encore cette marge là pour rattraper l'essentiel du marché crypto, ça c'est un point qui est intéressant. Et donc une marge de 20%. Sinon, bon, à titre personnel, je compte pas le mettre dans mes cryptos, je vous le dis, je suis pas plus intéressé que ça par le fait d'en acheter, même si le projet est plutôt transparent, ce que j'apprécie. Et les solutions de cash numérique, je suis pas hyper convaincu pour le moment. J'attends de voir ce que ça donnera à l'avenir, même si c'est pertinent de s'y intéresser, hein, surtout avec l'arrivée des MNBC. En tout cas, il a de la marge pour rebondir. Rien ne dit qu'il va le faire, hein, il peut range dans cette zone-là pendant encore un moment. Honnêtement, j'en sais rien. Au niveau des indicateurs, le RSI, du coup, il a touché son plus bas là, juste 30, et il est remonté. Non, juste en 30, il est allé jusqu'à 28, donc presque 30, et il est remonté. Bon, très bien. Au niveau des volumes, on a vu que c'était assez bas, hein. Ouais, les volumes, c'est plutôt bas du coup. C'est pas très solide au niveau des volumes. Et au niveau des moyennes mobiles, on va aller voir en daily pour conclure cette petite analyse. Ah, on commence à avoir une convergence, vous voyez. Là, la moyenne 200 jours du coup, elle est en train de fortement se rapprocher de cette résistance là qui date depuis un bon moment au niveau des 0,36. Donc ouais, peut-être, hein. Là on est en train de batailler avec la moyenne mobile 100 jours. On a complètement explosé celle des 20 et celle des 50. Intéressant, il y a peut-être une marge là, hein. Il y a vraiment peut-être une marge. Il faudra voir comment Bitcoin va se comporter dans les prochaines semaines, mais oui, il y a peut-être quelque chose à aller chercher effectivement. Bon, bref, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire sur eCash. Site intéressant du coup, si vous voulez des informations, ils ont développé des choses. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.